Bref, avançons et finissons peut-être avec du positif, je suppose. Donc, quelle est ta 5e stat du jour à nous présenter pour ces Kings 2024? Du coup, c'était la stat des end-off de Sabonis, enfin des screen assists de Sabonis, mais sinon on peut... Parle-nous de Keon Ellis, tu dois avoir des stats sur Keon Ellis, je t'en prie. Oh, j'en ai des stats sur que j'aime beaucoup le profil. Alors, on est encore sur un profil... Pour moi, c'est pas du tout les mêmes profils défensifs ou offensifs, mais il rejoint un petit peu la trajectoire qu'ont pu avoir Miles McBride du côté des Knicks cette année ou Lugensdort du côté du Thunder il y a de ça 4 ans, c'est-à-dire des joueurs two-way qui, par un concours de circonstances, se retrouvent propulsés titulaires et qui, en fait, Miles McBride, il n'est pas encore titulaire, mais qui se retrouvent en tout cas dans la rotation et qui t'amènent une certaine assise défensive et qui sont pas complètement inutiles en attaque. Alors, ce sera toujours à valider sur la saison précédente parce que quand même 42% à 3 points sur 3 tentatives, c'est quand même assez élevé, sachant que le pourcentage au lancer est pas exceptionnel, sachant que voilà, j'ai pas suivi ce qu'il pouvait faire en NCAA, mais je pense pas que c'était un shooter aussi bon durant sa carrière. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un joueur qui a su apporter autre chose que ce qu'apportait Kevin Huerter au moment de sa blessure. Défensivement, je le trouve intéressant parce qu'il a quand même de la taille. Il fait 6'6", je crois, donc il doit faire 1m98. Un peu frêle potentiellement pour défendre vraiment sur des, on va dire des postes 3 un peu petits, type Paul George. Même si Paul George n'est pas si petit que ça maintenant au niveau des ailiers dans la NBA actuelle, mais des ailiers un peu plus petits que la moyenne, mais qui ont un peu plus de coffre, un peu plus de poids. Il peut pas vraiment le défendre, faudrait peut-être ajouter quelques kilos. Mais voilà, je le trouve intéressant parce que tu peux le faire défendre sur Jalen Brunson, tu peux le faire défendre sur Shai Gilgeous-Alexander. Tu as vraiment un défenseur attitré sur le point of attack et potentiellement, si on se projette, ça peut être le titulaire potentiellement parce que tu auras Fox, DeMar DeRozan et Domantas Sabonis. Donc, il faudra potentiellement quelqu'un pour défendre justement sur ce point of attack. Et je trouve que de l'autre côté du terrain, au moins, il apporte la capacité de sanctionner sur les catch and shoot à 3 points que n'apportait pas Kevin Huerter. Donc finalement, tu trouves quand même beaucoup de trucs positifs. Et je rajouterai quand même un dernier petit truc en disant qu'il y a 2-3 séquences de connecteurs que je trouve intéressant aussi du côté de Keon Ellis. Donc à voir ce qui va se passer parce que c'est un joueur qui a 24 ans. C'est que ça... C'est sa première vraie saison NBA, mais c'est un joueur assez vieux, on va dire, entre guillemets. Mais oui, moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, je suis extrêmement fan. C'est un des très bonnes surprises qu'on a pu voir cette saison. Et si j'avais fait ma All-Hipster team, je pense que j'aurais mis Keon Ellis dedans. Clairement, il est dans la prochaine. Hein. Il est déjà dans la prochaine pour moi. mais non, en effet, Keon Ellis, je pense, tu vois, tu parlais par rapport à Huerter, je pense qu'il a aussi carrément pris les minutes de David Mitchell. Oui, qui a été vraiment pas bon. Qui est une autre histoire, parce que je pense que défensivement, Mitchell est encore meilleur, mais peut-être pas assez viable en attaque aujourd'hui. Donc c'est un peu un problème. Et alors que lui, de l'autre côté, Keon Ellis, il y a ce petit shoot. Alors, effectivement, tu vois, il est plus vieux déjà. Il a passé 2 ans à Alabama et les stats, en tout cas à Alabama, parce qu'on peut pas prendre les stats ni de cette saison où l'échantillon est assez court, ni de l'an dernier où c'était encore pire. Mais en 2021 et 2022, donc 2 ans de fac à Alabama, il était à 37% à 3 points. Bon, le 3 points NCAA, c'est pas pareil, mais au moins c'est un indicateur, quoi. C'est pas genre un mec qui là nous fait une saison à 40% sorti un peu de nulle part, alors qu'en fait d'habitude c'est un non-shooter. Non, il y a peut-être un petit bagage. Est-ce qu'on a un shooter vraiment à 40%? Je pense pas. Mais en fait, il y a pas besoin, quoi. Je pense qu'on est juste sur le modèle où il y a besoin d'un petit catch and shoot sympathique au-dessus de la moyenne, même au niveau de la moyenne. Et vu ce qu'il apporte par ailleurs en termes de défense et en termes de passing, connecting, c'est très bon. Et en effet, on a vu cette émergence cette saison qui a été le rayon de soleil. Moi, la stat que j'avais sur lui, ma 5e stat du jour, moi, c'était 6. Du coup, c'était 6, le nombre de joueurs qui répondent aux critères suivants. 900 minutes, plus de 1,5% de block percentage et plus de 2% 1,5% de steal percentage et plus de 2% de block percentage. On avait Caruso, Drummond, Isaiah Hartenstein, Matisse Thybulle, Jonathan Isaac évidemment, et donc Keon Ellis. Donc voilà, on est sur un peu l'élite. Il y a 2 joueurs d'OKC dans ta liste. Il y a 2 nouveaux joueurs d'OKC d'ailleurs. Ouais, 2 nouveaux joueurs d'OKC. Qui vont totalement coller. Mais ouais, effectivement. Donc Keon Ellis est en tout cas sur la fin de saison. Alors voilà, échantillon peut-être réduit, etc. À voir sur de plus gros échantillons. Mais en tout cas, on est sur un défenseur non seulement qui défend bien face au ballon, etc., mais qui est actif et qui a l'air d'être un très bon playmaker défensif. Donc voilà, c'est un modèle drafté plus vieux, moins de potentiel, mais déjà compétent. Et je pense qu'on est pas si loin que ça d'un mec qui, en effet, peut être le 3&D de pas mal d'équipes NBA, quoi, finalement. Ouais. Mais même
la capacité, alors De'Aaron Fox aidait beaucoup à ça, mais la capacité de deflection aussi que les Kings ont pu avoir cette saison, et notamment Keon Ellis, de pas forcément je vais réaliser l'interception, mais en tout cas de profiter de ma longueur justement pour provoquer potentiellement une sortie de balle et du coup une remise en jeu pour mettre un petit peu, pour ralentir entre guillemets l'attaque. Et je trouve que lui et Fox sont assez complémentaires de ce côté-là sur peut-être que du coup l'ajout d'un joueur comme Keon Ellis pourrait un petit peu moins responsabiliser Fox en défense et qui pourrait être encore plus dans ce rôle d'intercepteur et surtout de playmaker off-ball, même si c'est pas vraiment un playmaker défensif off-ball, mais en tout cas d'intercepter ou d'être disruptif sur les lignes de passe. Ouais, même si l'image de la saison pour lui, c'est quand il se fait avoir par Jalen Brunson. Hein. Bien sûr, mais l'écran n'est jamais venu, c'est pour ça qu'il s'est fait, avoir. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un joueur qui est intéressant. Et même sur certains matchs, tu vois, tu parlais du fait qu'on était sur un petit échantillon au niveau du tir à 3 points et que ce soit en termes de volume ou que ce soit en termes de match. Et il y a certains matchs où justement il avait un volume de 3 points qui était plus élevé et il arrivait quand même à garder son efficacité. Il me semble qu'il y a un match contre Orlando, les deux Sacramento face à Orlando sont très bien d'ailleurs cette saison, où il doit être à 4/9. Il y a un match face à OKC, je parlais en tout début d'épisode du fait que Sacramento avait lâché des matchs où ils avaient des grosses avances, où ils mènent de plus 20 face à OKC. Keon Ellis est à 8/15 à 3 points, donc là on est sur un énorme volume. À voir, peut-être qu'avec un temps de jeu qui va augmenter, il restera, allez, on va dire que 42%, j'y crois pas, mais si tu peux être à 38-39% sur 5 ou 6 tentatives, c'est aussi rémunérateur, entre guillemets, que d'être à 42 sur 3. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.